on n'avait que l'embarras du choix, évidemment. Hein. Aujourd'hui, vous avez un échantillon, finalement, de nos 260 chercheurs. Je sais que Marcelin, quand il a fait le programme, il a eu des choix à faire et c'était vraiment pas évident. Mais l'idée, évidemment, c'est de continuer un petit peu à vous montrer des exemples, en fait, de réalisations qui sont faites par nos chercheurs au Cyrano, qui permet d'éclairer, finalement, un petit peu, comme on vient de le faire avec Bernard. Je vais vous montrer à chaque fois que je vous présente les chercheurs qui sont dans notre panel, évidemment, plusieurs choses importantes, en fait. Déjà, les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Donc, Roxane, professeure agrégée à l'Université de Montréal, l'École de santé publique, et étude-chercheur aussi à l'IRPSUM, d'accord? Donc, en fait, on va voir que quand je les présente, chacun d'entre eux, ce qui est important, c'est dans leur expertise, ce sont des chercheurs, donc dans leur département, ils sont attachés à des chaires de recherche, des centres de recherche, et le Cyrano, c'est aussi ça, c'est une collaboration, évidemment, avec l'ensemble, en fait, de ces ressources qui sont offertes. Alors, Roxane, on va commencer, on va parler de santé, l'organisation de la santé. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi les enjeux actuels que tu identifies? Ou, finalement, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites ou des solutions ont été proposées qui pourraient montrer, en fait, l'intérêt de faire de la recherche avec des chercheurs au Cyrano? Je vais commencer par l'accessibilité. Alors, vous l'avez vu dans le baromètre Cyrano. Vous avez vu, Ingrid nous a dit que l'enjeu de l'accessibilité aux services de santé est important pour la population québécoise, important pour le gouvernement. Et je vais vous présenter en fait une analyse qui a été faite par ma collègue Erin Strumpf, professeure à McGill, fellow Cyrano et moi, sur cette politique qui a été mise en place pour améliorer l'accès aux médecins de famille. En fait, le gouvernement a mis en place les guichets d'accès pour les clientèles orphelines. Alors, c'était quoi cette politique? En fait, je vais revenir un peu sur les modèles de rémunération dont nous a parlé Bernard il y a quelques minutes. Puisque les patients, les patients n'arrivaient pas à trouver de médecin de famille, le gouvernement a décidé de mettre en place un incitatif financier à intégrer des patients dans pour les médecins, à intégrer des patients dans leur clientèle. Donc, vous voyez que pour les patients, ce qu'on appelle les patients vulnérables, ce sont les patients malades avec plusieurs maladies chroniques ou des moins de 5 ans ou les plus de 70 ans. Et je vous passe les détails, on va se dire les patients malades pour simplifier. Donc, vous voyez que pour les patients vulnérables, en 2008, les médecins recevaient $100, $103,60 à intégrer un patient vulnérable. Puis, pour un non vulnérable, c'est-à-dire un patient en bonne santé, le médecin recevait $0 à intégrer un patient non vulnérable dans sa clientèle. Puis, ça ne marchait pas. On avait beaucoup de patients encore qui n'avaient pas de médecin de famille. Donc, le gouvernement a changé ses incitatifs et on est passé à $208 pour les médecins, pour les patients vulnérables, donc malades, et $100 pour les patients non vulnérables en 2011. Et quel a été l'effet de cette politique? Selon vous, cet incitatif a-t-il marché? Est-ce que du coup, nos patients vulnérables ont eu accès, ont été inscrits par des médecins de famille, ont eu accès à des médecins de famille? Est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, regardez ici, alors extrait du rapport qui est indiqué ici, la figure 11, vous voyez, en fait, on a ici la prédiction des délais moyens pour les patients, donc P1 à P5, c'est-à-dire l'ensemble des patients, quelle que soit leur priorité, avant et après l'entrée en vigueur de cet incitatif. Donc, vous voyez en bleu les vulnérables et en rouge les non vulnérables. Donc, avant la politique, les patients vulnérables attendaient 87 jours. Les patients malades attendaient 87 jours. Après la politique, ils ont attendu 176 jours. Après le changement d'incitatif. Vous voyez qu'au contraire, les patients non vulnérables sont passés de 116 jours d'attente à 103 jours d'attente. Donc finalement, le ratio différentiel entre les deux montre qu'il y a une différence de 102 jours. La politique a-t-elle eu l'effet escompté? Eh bien non, nos patients vulnérables se sont mis à attendre plus que les patients non vulnérables suite à l'effet de cette politique. Alors, ce que je veux juste amener ici, on a trouvé cette analyse fort intéressante avec Erin, et on s'est dit que peut-être que si le gouvernement avait consulté des chercheurs du Cyrano avant d'instaurer ces incitatifs-là, peut-être que les chercheurs du Cyrano auraient pu les aider à prévoir quel était le montant qu'il aurait fallu mettre quel montant d'argent il aurait fallu mettre, quel incitatif financier il aurait fallu choisir pour chacun de ces types de patients, les vulnérables et les non vulnérables. Donc, ça, c'était pour montrer une analyse du passé. Mais en santé, en fait, vous le savez, on a plein d'enjeux. Et on a des enjeux au niveau de l'accessibilité, je vous en ai parlé, aux services de santé, mais aussi aux services sociaux. On a des enjeux, des pénuries ou une rareté ou une contrainte sur les ressources humaines énormes. Vous savez les infirmières, on a beaucoup de problèmes avec les infirmières. En tout cas, on entend dans les médias beaucoup de ces choses-là.
on a un enjeu au niveau de la pertinence des services. Alors, ce qu'on appelle la pertinence des services en Health Services Research, si je peux dire, c'est tout ce qui a trait à l'efficience, au non-gaspillage, à la non-duplication et à la qualité. Donc, on voudrait avoir des services pertinents pour les patients, avec une valeur aux patients qui soit la plus élevée possible, pas de gaspillage, pas de duplication des services, de l'efficience. Puis, un autre enjeu, c'est la coordination des services. On voudrait avoir une collaboration organisationnelle, une collaboration interprofessionnelle qui soit à son maximum. On veut une intégration des services du médecin dans son cabinet médical ou dans son GMF, à l'hôpital, à l'urgence. On veut un dossier informatique qui permette d'accéder à toutes les informations, que tous ces professionnels de santé, tous ces établissements puissent accéder à l'information et se parler. Alors, comment les politiques publiques en santé pourraient contribuer à améliorer ces enjeux-là ? Alors, mais d'abord, il faut évaluer toutes les innovations pour améliorer l'accès. Regardez, par exemple, cette politique qui a été mise en place dernièrement par le gouvernement, que je salue d'ailleurs, par rapport aux IPS qui peuvent maintenant diagnostiquer. A-t-on pensé à l'évaluation de l'impact sur l'accès de cette politique-là ? Est-ce qu'il y a une étude qui s'est mise en place pour évaluer le avant-après l'instauration de cette politique-là, du diagnostic des IPS ? Est-ce qu'on va améliorer l'accès à la population pour les services de première ligne ? Mais j'espère qu'on va pouvoir évaluer ces aspects-là. Le partage des activités entre les professionnels. On a des médecins qui sont surchargés, qui sont débordés, comme le rapporte l'enquête nationale du Collège canadien des médecins. Et il y a des options. Il y a des options comme ce qu'on appelle le skill mix ou le task shifting, c'est-à-dire le partage des compétences, la substitution entre les professionnels. Les médecins peuvent déléguer, voire même transférer certains actes à d'autres professionnels pour pour s'occuper des actes plus complexes et permettre finalement d'améliorer l'efficience. Au niveau d'autres enjeux, alors j'en parle souvent avec mon collègue Marcel Boyer, du financement et de la production des services. Est-ce qu'il faut, vous avez vu c'est sorti dans les médias avec la clinique Rockland dernièrement, cette semaine, est-ce qu'il faut s'en aller vers une production privée à financement public comme le projet, le pilote le montre? On attend ces résultats, on espère que ces résultats vont être complets pour pouvoir en faire une évaluation. En fait, je pense que les chercheurs du Cyrano peuvent contribuer à ce type de résultats-là et ce type d'analyse-là pour savoir quelles sont les meilleures politiques à appliquer dans ce contexte. Et finalement, on en a parlé, le vieillissement, les maladies chroniques, tout ce qui va être soins à domicile, centre hospitalier de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD, centre d'hébergement, de soins de longue durée, les CHSLD, ce sont des éléments, tout ce qui est aussi médication, dossier informatique, ce sont des éléments mais pour lesquels les chercheurs au Cyrano pourraient énormément contribuer de par leurs analyses et leur expertise pour répondre aux politiques publiques et savoir lesquelles mettre en place. Donc, merci voilà. Roxane, merci pour ces exemples. Alors, vous voyez qu'il y a une diversité évidemment d'études qui pourraient être faites ou qui auraient pu étudier. On a montré, la première étude était aussi pour montrer que parfois il y a peut-être des décisions qui sont prises sur le plan politique rapidement. On le voit, on veut changer les effets. Donc c'est sûr que nous, ce qu'on a besoin en tant que chercheurs, c'est de s'assurer que si une politique se met en place, on va pouvoir évaluer les impacts de cette politique-là. Donc ce qu'on veut sensibiliser, surtout en montrant ce type d'exemple, c'est qu'il faut être connecté en fait avec les chercheurs pour s'assurer qu'on mette en place les bonnes façons de collecter les données. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est la leçon qu'on veut en tirer. C'est sûr que penser aux chercheurs en premier, savoir que quand on met en place, puis dans la santé, on l'a vu, les annonces souvent sont faites, c'est politique. Il y a un moment, un bon timing. On le voit à la force de la population, comme tu dis, dans les journaux. Donc quelque part, c'est important, c'est un bon message à passer. Donc je vais passer avec Marie maintenant, Marie Connolly, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal et directrice du groupe de recherche sur le capital humain. Donc on va revenir évidemment sur les politiques sociales, familiales, avec Marie. Et ce qui est important, on l'a vu en fait quand on discutait un petit peu décrochage scolaire, tout ça, il y a des enjeux actuels. Puis un enjeu actuel, évidemment, ça va être sur les compétences, on veut les développer. On va passer après la parole à Benoît justement pour aller vers le marché du travail. Avec toi, on va aller plutôt vers la petite enfance au départ et toutes les politiques qui sont mises en place au niveau social et familial qui pourraient avoir des résultats probants finalement pour nos jeunes enfants et voire pour les parents. Okay. Merci Nathalie.
Tout d'abord, vu que c'est les 25 ans du Cyrano, j'ai regardé dans mon CV un peu plus tôt et puis, en fait, j'ai commencé au Cyrano en 99, donc ça fait 20 ans. Et je me rappelle que j'étais étudiante au bac à l'Université de Montréal et je me prenais dans le couloir, le long couloir, et Jacques Robert avait écrit une petite note manuscrite, ce qu'il avait collé sur sa porte en disant « recherche, assistant de recherche pour cet été ». Et donc, j'avais cogné à sa porte, j'avais dit « moi ». Il m'avait dit « super, ben, tu commences au Cyrano ». Et c'est là que j'ai commencé au 24e du 2020. Ensuite, on a monté au 25e. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise sous la direction de Jacques Robert. On travaillait sur les enchères, on voulait faire des expériences, le laboratoire n'était pas encore prêt. Mais ensuite, après ma maîtrise, j'ai travaillé un petit bout de temps avant de commencer mon doctorat. J'ai travaillé avec Claude Montmarquette. On travaillait sur les prêts étudiants, d'ailleurs avec Ali Bejaoui qui est ici, c'est les gens qui sont dans mon petit nuage de nom. Puis, en fait, en travaillant avec Claude, c'est là que j'ai compris à quoi servaient mes cours d'économétrie. Vraiment à calculer des choses. Et en fait, ça a changé si on veut, le reste de ma carrière et mes intérêts de recherche, parce que depuis, tout ce que je fais, c'est des travaux empiriques. Donc, j'utilise à fond les connaissances en économétrie pour étudier ces phénomènes-là. Mais vu que j'ai juste 5 minutes, comment La prochaine? La prochaine slide. Ici? Ouais, c'est bon. OK. Voilà. Donc, je vais vous parler de deux projets qui sont des rapports récents qui sont sortis au Cyrano. Le premier, c'est un rapport qui est sorti l'an passé. En fait, c'est les travaux principalement d'une étudiante au doctorat qui termine prochainement. C'est Mélanie Fontaine qui est assise ici. Dans ce travail-là, on s'est posé comme question, qu'est-ce qui arrive aux revenus des femmes et des hommes aussi, mais c'est plus intéressant du côté des femmes, après la naissance de leur premier enfant. Et donc, on exploite des données d'enquête de Statistique Canada, l'enquête longitudinale et internationale des adultes. Mais ce qui est magnifique, c'est que ces données d'enquête-là sont couplées avec des fichiers administratifs sur l'impôt. Et les fichiers de l'impôt remontent au début des années 80. Et ça permet de suivre les femmes, les hommes, les personnes dans l'enquête sur un très grand nombre d'années, avec une très grande précision sur leurs revenus et toutes les sources de revenus. Alors, ce qu'on regarde ici, c'est les revenus d'emploi. Et c'est relativement à l'année par rapport à la première naissance. Et donc, le temps zéro, c'est le moment de la naissance. Et on part 2 ans avant, c'est comme le benchmark, et on regarde qu'est-ce qui arrive 1 an avant et au moment de la naissance, et on suit les gens dans le temps comme ça. Ce qu'on avait fait dans le rapport, en fait, c'était pas ce qui était à l'écran. Ce qu'on avait fait dans le rapport, c'était la version précédente où on faisait juste du descriptif assez poussé, mais ça restait du descriptif, qu'est-ce qui arrive après la naissance d'un enfant. Le rapport était déjà tellement long qu'on a décidé d'arrêter à un moment donné. Et la question finale qui nous restait dans le rapport, c'est, OK, maintenant, on a décrit des baisses énormes au moment de la naissance de l'enfant. Donc, on a moins 40 à 60 % de revenus d'emploi l'année de la naissance. Et cette courbe de revenus-là, ensuite, augmente, mais ça prend plusieurs années, de longues années, avant de retrouver le niveau pré-maternité. Si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe pour les hommes, il ne se passe rien. Mais ce qu'on a voulu se poser comme question, et ce qui fait l'objet d'un prochain rapport qui sortira éventuellement au Cyrano, c'est quel est le rôle des politiques dans cette trajectoire de revenus. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de regarder avant et après 2001. Pourquoi 2001? Parce qu'il y a eu des changements au Canada. Premièrement, il y a eu des changements en termes de congés de maternité, mais ça coïncide aussi à l'époque où au Québec, les garderies subventionnées ont vraiment pris de l'ampleur. Et donc, on se pose comme question, qu'est-ce qui se passe avec la courbe de revenus? Et en fait, on peut voir qu'après 2001, au Québec, c'est la ligne pointillée bleue qui est la plus élevée. On voit que le Québec, après 2001, se détache du reste des courbes. Et en fait, le rattrapage est beaucoup plus rapide. Comparativement à avant et comparativement au reste du Canada. Et donc, en termes de revenus d'emploi, il semble que les politiques familiales du Québec aient favorisé la reprise des revenus suite à la naissance d'un enfant. Donc, ça, c'est des travaux en cours. Ensuite, OK. La deuxième étude, c'est une étude qui est sortie récemment, aussi un projet Cyrano avec ma collègue Catherine Hack.
Dans cette étude-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir c'est quoi l'effet de la taille de classe sur le développement des compétences des jeunes. Alors, on utilise les données de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, la vague de 2012. Il y a une nouvelle vague qui vient de sortir, mais les données viennent tout juste de sortir, donc ça ne faisait pas partie de notre rapport. Et puis, donc, on se penche sur les enfants à la maternelle. Dans cette enquête-là, il y a des données sur... il y a 4 mesures de développement. Il y a une mesure de développement cognitif et 3 mesures de développement non cognitif. On parle ici de compétences sociales, maturité affective, habileté de communication. Donc, on se demande, ce qui n'est pas au tableau, mais ce qu'on se demande, ce qu'on a commencé par se demander, c'est quoi l'effet si on réduit la taille de classe d'un élève ou si on l'augmente d'un élève, c'est quoi l'effet sur ces 4 mesures de compétences? Et en fait, il y a très peu d'effets. Les effets sont très petits. Ici, les effets sont mesurés en écart-type. Donc, ici, on a un écart-type. Les effets, c'est comme 1% d'un écart-type quand on regarde pour changer la taille de classe d'une unité. On va plus loin dans le rapport et on dit, en fait, peut-être que l'effet est non linéaire. Ce qu'on veut dire par là, c'est peut-être que l'effet de passer de 20 à 19, c'est pas le même que de passer de 15 à 14 ou de 25 à 24. Au Québec, les tailles de classe à la maternelle sont fixées en ce moment à 20. Donc, si on parle d'une réduction, on parlerait, par exemple, de passer de 20 à 19. Nous, ce qu'on dit, c'est que passer de 20 à 19, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, quand on passe à des classes très petites, donc quand on passe de classes qui sont plus dans les 18-19 à des classes qui sont en dessous de 14, comme 12-13, là, on voit des plus gros effets. Et donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que si on veut avoir un effet sur la réussite des enfants en utilisant la taille de classe, il faut vraiment faire des grosses réductions de taille de classe pour avoir un effet. Sinon, c'est une perte d'argent. En plus, des tailles de classe plus petites, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'enseignants. On sait qu'on est en situation de pénurie. On a besoin de plus de locaux. On sait qu'aussi, on est en situation de pénurie. Alors, réduire la taille des classes, c'est peut-être pas la meilleure solution si on veut améliorer les compétences des enfants, parce que ça a un peu d'effet. Par contre, là où ça a un effet, et c'est ce qu'on montre ici, c'est qu'est-ce qui arrive quand on regarde aux effets différenciés selon le milieu du jeune. Donc, est-ce que le jeune est issu d'un milieu défavorisé ou non? Ici, défavorisé, c'est les jeunes qui sont du quintile inférieur en termes d'un indice de défavorisation. Et là, on voit que quand on réduit drastiquement la taille de classe, pour les jeunes de milieux défavorisés, on commence à avoir des effets et ces effets sont assez gros. On parle ici pour le développement cognitif et les compétences sociales, 25%, un quart d'écart type. C'est quand même des effets assez intéressants. Les effets, c'est pas sur la diapositive, mais les effets sont encore plus grands pour les garçons des milieux défavorisés. On sait que c'est en plus des clientèles qui ont des plus gros problèmes de développement. Et donc, une recommandation de politique publique, quand on regarde ces résultats-là, c'est de se dire, si vous voulez réduire la taille des classes, il faut le faire de manière ciblée, parce que sinon, c'est un peu jeter de l'argent à la poubelle. Et, en plus, à l'inverse, en situation de pénurie, peut-être qu'on voudrait même augmenter la taille de classe pour pouvoir libérer des ressources tant au niveau de l'enseignement que des locaux. Et d'ailleurs, en 1998, les tailles de classe étaient beaucoup plus élevées. Elles ont été progressivement réduites, mais on n'était pas dans le même contexte. On était dans un contexte où il y avait moins de jeunes, il y avait moins de naissances. Maintenant, c'est le contraire. On est d'un regain de naissance et donc peut-être qu'il serait pour se poser la question, est-ce qu'on doit revenir à des tailles légèrement plus élevées, sachant que pour la majeure partie des gens, ça ne ferait pas de différence. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Et je pense qu'il y a 2 éléments qui sont intéressants dans ce que tu dis. C'est que dire aux gens, écoutez, on va augmenter la taille des classes parce qu'on voit qu'il y a des effets, ce n'est pas au niveau de la population, de la perception. Là, ce n'est pas une mesure qui va être facile à faire passer si on allait dans ce sens-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des données en fait, qui nous permettent d'amener ces résultats probants et d'expliquer finalement, ce n'est pas le gouvernement qui va pousser une mesure, c'est des chercheurs qui amènent finalement des résultats. L'autre élément que je trouvais intéressant, c'est quand tu nous as dit... On a fait une étude Cyrano, mais finalement, regardez le graphique que je vous propose, c'est sur des études qu'on continue. Et ça, c'est un point important aussi pour les décideurs, pour nos partenaires avec qui on travaille, c'est que nos chercheurs, c'est une expertise. Et donc, une fois qu'ils ont une base de données, ils vont continuer à l'exploiter, ils vont continuer à avancer. Même si on a rendu notre rapport, qu'on a fait des recommandations, on continue, on est sur du temps long, la recherche du temps très, très, très long même. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Finalement, Cyrano, c'est une mine. Avec le temps, c'est additif, là, 25 années de recherche qui continue. En tout cas, c'est une belle
une belle expérience. Alors maintenant, je vais passer à Benoît Dosti, en fait, donc chercheur Cyrano, professeur titulaire à HEC Montréal. Benoît est aussi chercheur responsable du pôle Cyrano. Ce matin, Marcelin les a présenté, le pôle fédérateur sur les impacts socio-économiques, l'innovation numérique et l'IA. Donc toute cette transformation numérique et tous ces enjeux en fait actuels. Et il est aussi directeur académique du CIX, le Centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales, avec qui on collabore beaucoup. Donc là, Benoît, on va continuer dans la lignée de Marie, en fait, en parlant de capital humain, et on va parler d'emploi. Donc en fait, deux éléments que tu veux nous apporter sur les études qui ont été faites au Cyrano. Bien, au risque de me faire couper le micro par Nathalie, je commencerai peut-être par une parenthèse. Oh. Vous avez vu le CIX parce que plusieurs chercheurs ont parlé d'accès aux données. Le CIX, c'est le seul centre au Québec qui donne accès aux microdonnées confidentielles d'enquête et administrative de Statistique Canada. Donc, au niveau des données administratives, il y a quand même plusieurs nouveaux ensembles qui sont intéressants. Les données d'emploi et développement social Canada, assurance-emploi, régime de retraite, immigration, réfugiés, citoyenneté. Il y a même les données administratives en santé de l'Ontario et de l'aide sociale en Ontario qui sont disponibles à travers Statistique Canada, à travers ce réseau-là. Et l'accès se fait à travers 5 points d'accès. Il y a des points d'accès en milieu universitaire à l'Université de Montréal, à l'UQAM, à McGill, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval. Au niveau provincial, le CIX est aussi le seul centre qui donne accès aux microdonnées confidentielles et administratives hébergées par l'Institut de la statistique du Québec. Et là, il y a deux mauvaises nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de données administratives à l'Institut de la statistique du Québec qui sont disponibles et il y a un seul point d'accès à l'Université de Montréal. Comme le mentionnait Pierre, dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé deux choses. Une augmentation du nombre de points d'accès pour les données provinciales. Donc, on mentionnait explicitement dans le budget l'Université de Sherbrooke. Donc, ça, c'est intéressant, mais il faudrait aller plus loin aussi à ce niveau-là. Et on mentionnait l'arrivée dans le système provincial de données administratives de santé et d'éducation. Donc, c'était aussi mentionné explicitement dans le budget. Donc, certainement, on laisse la chance aux coureurs, mais les attentes sont grandes suite à... Si vous voulez avoir la référence dans le budget, là, je peux vous l'envoyer. Pour le reste de mes remarques, je vais être bref et mentionner, et pour être sûr de vous garder réveillé, je vais avoir au moins un énoncé controversé et une publicité subliminale cachée dans les remarques qui s'en viennent. Donc, surveillez ça. Donc, en tant qu'économiste du travail, bon, on s'intéresse aux forces qui affectent le marché du travail. Les trois principales sont les changements technologiques, la concurrence internationale et le vieillissement de la population. Je dirais que la plus intéressante, c'est la première, les changements technologiques. Côté concurrence internationale, il y a plusieurs indicateurs qui montrent un ralentissement du degré d'intégration des économies, donc, bon, peut-être moins intéressant. Côté vieillissement, bien, je dirais que c'est assez prévisible de savoir qu'on va vieillir. Et je dirais aussi qu'à travers les recherches de plusieurs collègues, il y a quand même plusieurs politiques qui ont été trouvées, qui ont été suggérées au gouvernement qui pouvaient... Ils n'ont pas toutes été implémentées, donc il reste peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Mais on sait un peu quoi faire. Il reste à convaincre le gouvernement de mettre en place les bonnes politiques. Au niveau des changements technologiques, j'ai deux graphiques qui vont vous montrer que c'est moins clair qu'est-ce qui se passe. Donc, ce graphique-là, ça a été fait avec les données du recensement. Donc, c'est une comparaison des revenus des gens entre 90 et 95, donc il y a quelques années. Si on prend tous les gens qui ont un emploi dans le recensement, on les classe de celui qui gagne le moins à celui qui gagne le plus en 1990, et en ordonnée, vous avez leur augmentation de salaire sur la période. Ce que vous voyez comme la courbe a une pente positive, c'est que les gens qui gagnaient plus en 90 ont eu des augmentations de salaire plus élevées que ceux qui gagnaient moins. Donc, une hausse généralisée des inégalités et une réponse politique, une implication en matière de politique publique qui est assez claire. Pour monter sur l'échelle des salaires, il faut plus d'éducation. Donc, tout le monde devrait investir en plus d'éducation. Le gouvernement devrait favoriser l'accès à l'éducation et aider le financement de l'éducation des individus. Ensuite, vous avez la courbe pour 95-2005, qui n'est pas la même forme. Donc, vous voyez que c'est en forme de sourire, mais ce n'est pas drôle. Ce que vous voyez, c'est que sur cette période-là, les personnes qui ont eu les augmentations de salaire les plus élevées étaient à la fois dans le bas de la distribution et dans le haut de la distribution, donc le phénomène du 1 %. Et donc, les personnes qui ont eu les augmentations de salaire les plus faibles
au cours de cette période-là, c'est ceux qui étaient dans le milieu de la distribution. Donc, ce phénomène-là se dénomme polarisation des salaires. Et l'explication la plus acceptée pour cette polarisation des salaires-là, c'est que les gens dans le milieu de la distribution font des tâches qui sont plus facilement remplaçables par la technologie, l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc, ces gens-là, comme ils ont des tâches qui sont remplacées par la technologie, leurs compétences sont moins en demande et ils ont des augmentations de salaire plus faibles. Donc là, en matière de politique publique, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas clair. Il y a plusieurs questions intéressantes auxquelles le Cyrano devrait essayer de répondre. Quelles sont les compétences que le système d'éducation formelle devrait donner aux travailleurs pour qu'ils soient plus résilients face à ces changements technologiques-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs qui perdent leur emploi? Quelles sont les meilleures façons que le gouvernement pourrait encourager l'éducation continue, la formation par année par l'employeur, le retour aux études, etc.? Les entreprises aussi s'adaptent face à ces changements-là, et Robert pourra en parler peut-être aussi. Comment on s'assure qu'il y a une adéquation entre les nouvelles compétences demandées pour les entreprises et celles fournies par les travailleurs? La courbe en forme de sourire n'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que le Cyrano, à travers son pôle sur les impacts socio-économiques de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle, a à cœur d'étudier ces questions. Donc, il y a plusieurs travaux qui ont déjà quasiment commencé, qui vont se poursuivre. Et donc, je vous invite à suivre activement ce qui se passe à travers ce pôle-là et à avoir des réponses aux questions qui ont été soulevées ici. C'est ça ta définition de subliminal? Ouais, c'est subliminal. Non, c'était direct. Mais c'est direct parce que c'est très important. Puis c'était ma conclusion. Alors, il a déjà fait ma conclusion, mais je suis ravie de dire que justement, c'est que tu as déjà dévoilé une partie de notre programmation scientifique qui s'en vient, sur laquelle on est en train de travailler. Et c'est pour dire que finalement, on identifie, vous voyez, on est toujours à la fine pointe des enjeux qui surviennent. Et puis là, aujourd'hui, avec ces changements technologiques, on le voit, en fait, finalement, ça va avoir des impacts. Et donc là, tu as glissé finalement, et tu vas faire une belle transition vers Robert, sur les enjeux de l'emploi, les entreprises. Plusieurs fois, il a parlé des entreprises. Et évidemment, il y a peut-être un moyen, finalement. On a l'impression que si on remplace les humains, en tout cas par des robots, ça peut peut-être avoir un impact sur la productivité. En tout cas, donc c'était une liaison un petit peu bancale, mais en tout cas, Robert va nous parler de productivité. Alors, je vais présenter Robert, professeur titulaire à HEC Montréal, directeur à la recherche et au transfert. Il est aussi directeur du Centre sur la productivité et la prospérité. Et le point peut-être le plus important, c'était que c'est un ancien vice-président du Cyrano, donc une belle contribution pendant plusieurs années, évidemment, à Cyrano. Alors, Robert, je te laisse la parole. Oui, bien, merci Nathalie pour la présentation. Merci pour l'invitation. Moi, je vais monter un peu, peut-être pas en intérêt ou en qualité, mais en altitude, avec ce que je veux vous présenter, parce que le titre de notre session, c'est « Enjeux contemporains ». Donc, quand on a eu notre petite réunion préparatoire, je me disais, on va se projeter un peu dans le futur. Quels sont, d'après moi, en fait, pas d'après moi, les clous sur lesquels je vais taper d'ici à ce que je prenne ma retraite, j'espère. Hein? Bien, ça dépend de Claude. Parce que ça dépend de Claude. En fait, moi, j'avais une question pour lui. Je n'ai pas le droit de faire ça. Hein. Non, vas-y, parle. Après, okay, sinon, on n'aura pas le temps. Là, mais tu peux appuyer sur le clicker. On va rendez-vous. Ça ne marche pas? Tu n'es jamais là. Ça arrive. Vas-y. OK. Moi, vous connaissez mes dadas maintenant. En vieillissant, je radote comme tout le monde. Donc, je m'intéresse à la productivité du travail. Ça, c'est des résultats que tout le monde connaît, je pense, assez bien. Je les ai mis sous forme de graphique. C'est l'évolution de la productivité du travail. Je fais de la macro maintenant. À parité des pouvoirs d'achat, donc le PIB par heure travaillée pour différentes juridictions, Québec, Ontario, Canada, et au CDA 20, c'est 20 pays de l'OCDE, incluant le Canada, qui étaient là au début des années 80, parce qu'après, au fil du temps, il s'en est ajouté comme, je ne sais pas moi, la Slovénie ou l'Estonie, ou des affaires comme ça. On ne les a pas mis parce qu'on n'est pas capable de reculer dans le temps, puis il y a des économies émergentes là-dedans, puis c'est compliqué, puis tout ça. Puis quand c'est compliqué, bien, ça me fatigue. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent. Je commence à m'intéresser à ça. J'ai enlevé le secteur public, donc les administrations publiques des données. C'est la productivité du travail dans le secteur des entreprises. La période est plus courte. En fait, si je reviens sur l'autre slide, 2 minutes, donc on voit quand même que le problème, en fait, ce graphique-là nous fait perdre un peu l'idée qu'il y a un écart persistant
parce qu'il y en avait un au début de la période, puis il est encore là aujourd'hui. Légère augmentation par rapport, on va dire, à l'Ontario puis la moyenne canadienne, et augmentation importante par rapport à la moyenne des 20 principaux pays de l'OCDE. C'est ça que je pense qui est le plus préoccupant dans tout ça. Et là, je retourne à mes données sur les entreprises. Je ne peux pas le faire pour l'OCDE, mais je peux le faire pour les provinces au Canada. Ici, je l'ai fait pour le Québec et l'Ontario en bleu et en gris. Donc, vous voyez, il n'y a comme pas d'histoire quand on regarde Québec et Ontario en bleu et en gris. Il y a comme un écart qui se maintient au fil du temps dans le secteur des entreprises. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai plaqué sur les données de PIB sectoriel au Québec les heures, la proportion des heures travaillées en Ontario, donc la structure économique d'Ontario sur les données du Québec. Et ça donne la courbe en rouge. Ce que ça veut dire, cette affaire-là, c'est qu'au début fin des années 90, à structure industrielle égale, la productivité des entreprises au Québec était plus élevée qu'en Ontario. Boum! OK? Et à un moment donné, les courbes se croisent 2005-2006. Et là, aujourd'hui, on voit bien que quand on élimine les effets de structure, la productivité au Québec des entreprises est plus faible. Tout ça m'amène à mes trois clous, mes trois piliers. Taper sur trois choses, c'est ce qu'il faut faire dans les prochaines années. Donc, ce que j'appelle les trois clés de la relance, où il y avait les 12 travaux de Marcel, je ne sais pas quoi. De Marcel, oui, de Marcel. Comment tu appelles ça, ton affaire, toi, là? Hercule. Bon, c'est pareil. Il m'a enseigné, donc je copie ce qu'il fait. L'éducation. Comme expert, puis ça a été dit aujourd'hui, l'enjeu du décrochage scolaire, on le voit un peu avec le graphique en haut, la proportion de la population 15 à 19 ans qui n'est pas aux études. La situation semble vouloir s'améliorer au Québec, mais il en demeure pas moins qu'il y a encore un écart persistant. Donc, c'est bien sûr lié au décrochage scolaire. Moi, comme expert, je le constate, le décrochage, je ne comprends pas que dans un contexte de vieillissement de la population, de rareté de la main-d'œuvre, et tout ça, on ne semble pas s'attaquer avec sérieux à ce problème-là. Il y a eu des choses, mais ce n'est pas sérieux. Ça, comme expert. Puis, en fait, comme citoyen, ça me scandalise. Alors, on laisse des jeunes hommes sans outils et on n'a pas l'air personne de se scandaliser de ça. Donc, c'est assez pathétique à ce niveau-là. Il faut bien mettre un peu. Vous avez aussi notre performance en matière de diplomation universitaire. Donc, ça, c'est le premier. Je pense qu'il faut. Le deuxième, c'est l'innovation dans le secteur des entreprises. C'est des indicateurs qui ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas rassurants non plus. Donc, les brevets, on voit que le Québec traîne de la patte. Et les dépenses en R&D, on voit aussi qu'on traîne pas mal de la patte. Et le troisième pilier, l'investissement. Ce fameux problème d'investissement que moi, je n'essaie pas de dire comment se fait que le premier ministre actuel insiste ou a insisté beaucoup sur le fait que la part des investissements privés au Québec dans l'ensemble canadien est faible. Oui, mais c'est parce qu'il faut enlever l'Alberta, puis le pétrole, puis la Saskatchewan, puis la Terre-Neuve. Là. C'est pas si dramatique que ça. Moi, ce que j'aime, c'est le graphique à gauche qui est comment on investit en machines, équipements et tout ça. Donc, de l'investissement privé non résidentiel, on va enlever les condos, parce qu'il y a beaucoup de condos dans l'investissement au Québec, là, puis c'est pas particulièrement un facteur d'augmentation de la productivité. Et là, vous avez par emploi, parité des pouvoirs d'achat, et vous voyez qu'on traîne de la patte. Donc, c'est les trois facteurs. Éducation, innovation. Vous savez, on commence à travailler sur des données d'enquête qui montrent essentiellement que les entreprises au Québec, ils n'offrent pas tant que ça. Ils achètent des innovations qui existent, ou ils prennent des trucs sur des tablettes qui existent. Ça ne donne pas de edge concurrentiel. Tu prends des technologies que n'importe qui peut acheter, tu ne te mets pas dans une situation avantageuse. Alors, il y a ce volet-là et bien sûr l'investissement privé non résidentiel, donc en machines et matériels. Donc, moi, je pense que c'est, de mon point de vue, là, au cours des prochaines années, c'est certainement des choses dont vous allez entendre parler de moi. Et on va taper sur ces clous-là puis finir.
Puis je vais laisser d'autres trucs, des trucs en santé ou en travail, je vais laisser ça à d'autres experts. On peut pas tout faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va finir en fait ce panel avec un thème qu'on n'a pas encore vraiment abordé aujourd'hui, puis qui, on l'a vu avec Ingrid en fait dans la présentation du baromètre, qui est un enjeu qui préoccupe la population, qui préoccupe évidemment aussi en fait nos partenaires. C'est l'environnement, c'est les changements climatiques, mais c'est aussi en fait les solutions, en tout cas la façon d'appréhender finalement ces enjeux au niveau de nos entreprises et aussi le rôle de l'État par rapport à ça. Alors, j'ai demandé à ma collègue Sophie Bernard, qui est professeure agrégée à Polytechnique Montréal, qui est une fellow Cyrano et qui est une experte justement en économie de l'environnement, de nous parler finalement de quelques éléments qui pourraient compléter les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui en fait pour les projets Cyrano. Merci. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'économie circulaire. Donc, c'est l'économie circulaire, si vous n'avez jamais entendu parler de ce nouveau phénomène, c'est le nouveau buzzword qui remplace développement durable. Donc, qu'est-ce que le concept de l'économie circulaire? En fait, il s'exprime très bien à travers ce diagramme où le but général, c'est d'optimiser l'utilisation de la matière en circulation. Donc, ça se distingue d'un modèle qu'on voudrait linéaire, qui est extraire la matière, produire, consommer, jeter, pour ici créer des boucles de la matière, soit en la réutilisant, en la retournant vers les producteurs vers le remanufacturing, par exemple, ou vers le recyclage, qui serait une plus grande boucle qui revient vers le début d'un système de production. Et avec ces concepts d'économie circulaire, vient des stratégies qu'on appelle, par exemple, l'économie collaborative ou la location, les Airbnb de ce monde ou les Uber, donc sont des façons de mettre à disposition de la matière qui est déjà dans notre économie, donc des voitures, de les mettre à disposition pendant que autrement elles seraient peut-être garées 90% du temps. Et voilà. Donc c'est un peu l'idée générale. Et bien sûr, ça demande beaucoup de transformation logistique, de transformation éventuellement des chaînes de valeur pour dès la conception des produits, concevoir des choses qui sont prévues pour être durables ou pour être réutilisées dans cette économie. Okay? Donc, voilà, c'est un peu le concept. Donc, qu'est-ce que le rôle de l'État avec l'économie circulaire? Bien, en fait, l'économie circulaire, dans les machines qui poussent beaucoup cette idée d'économie circulaire, on vend l'idée que parce qu'on optimise la ressource en circulation, en fait, on pourrait venir à la fois augmenter les profits des entreprises qui se penchent sur l'utilisation de leurs ressources et améliorer l'environnement. Okay? Donc, on vend quelque chose qui serait profitable pour les entreprises qui se posent la question « Comment est-ce que je peux changer mes modèles d'affaires pour optimiser cette matière en circulation? » Or, un des rôles de l'État, c'est vraiment de s'assurer que c'est cohérent avec le projet de développement durable parce que, de façon très étroite, en fait, si on veut vraiment maximiser cette matière en circulation, en fait, on ne peut pas faire des boucles, par exemple, de recyclage à 100% parce que, imaginez, si on voulait recycler à 100% du zinc contenu dans le dentifrice, vous pouvez imaginer la pollution qui serait générée à essayer d'aller chercher tout le zinc contenu dans notre dentifrice. Donc ça reste étroitement lié, en fait, avec tous les autres problèmes de développement durable. Okay, donc, c'est plutôt l'économie circulaire au service du développement durable. Donc, un des rôles de l'État, c'est de s'assurer que les boucles qui sont créées et les stratégies adoptées par les entreprises restent cohérentes avec ces objectifs environnementaux pour éviter éventuellement le greenwashing qu'on a vu aussi avec l'utilisation des termes développement durable. Donc, je saute un peu, mais je saute un peu d'un point à l'autre.
Donc, dans cette optique, il est nécessaire d'avoir un cadre politique pour stimuler la création de ces boucles. Donc, c'est des choses qui existent déjà avec les systèmes de recyclage en place, le compost obligatoire aussi maintenant de plus en plus dans les municipalités. Donc, je vais peut-être vous initier avec des règles plus récentes qu'on voit apparaître. Par exemple, la loi sur l'obsolescence programmée qui dit, par exemple, qu'on doit avoir de disponibles, si on émet sur le marché un produit, on doit avoir de disponibles les pièces de rechange pendant X années. On doit s'assurer du potentiel, de la réparabilité de notre produit. Des exemptions d'impôts pour les services de réparation. Donc, si vous avez une petite business qui répare, alors vous avez des crédits, vous n'êtes pas imposé, en fait, les impôts sur les entreprises. Les fiscalités sont allégées pour ce type de service. Et il y a des politiques plus flyées qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, les deux que je viens de citer, ça existe, mais la REP universelle, donc responsabilité élargie des producteurs. Donc, ça, c'est le fait que le producteur est responsable pour la gestion en fin de vie de son produit. Okay? Donc, c'est des politiques qui existent déjà, notamment pour les équipements électriques et électroniques ou pour nos bacs bleus, les bacs de recyclage. En fait, les contenants et emballages sont sous une politique de REP. Et une REP universelle, imaginez, ce serait quelque chose où, si je produis, par exemple, un vélo, et que le vélo se retrouve, quelqu'un le jette dans la rivière. Okay? Donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, c'est plus ce vélo n'a plus de valeur pour moi. La meilleure chose que je peux faire avec, c'est le jeter dans la rivière. Ça veut dire que moi, j'ai produit à l'origine un vélo qui se retrouve dans le temps n'ayant plus de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai choisi des composants qui peuvent pas être valorisés autrement sur le marché, etc., etc. Donc, si l'appareil public doit récupérer ce vélo dans la rivière, bien, ce sera chargé au producteur de vélo qui a produit quelque chose qui se retrouve dans la rivière. Donc ça, c'est des politiques qui n'existent pas encore, mais on peut se poser la question comment est-ce que ça pourrait être intégré de façon cohérente. Et ça vient avec des outils technologiques qui existent pas encore non plus. Je vous amène dans le futur, peut-être dans l'objectif de rattraper le 40 minutes de retard que nous avons sur le programme. Donc, des outils par exemple, des outils de traçabilité. Donc, imaginez une autre politique flyée où on aurait, dans la chaîne de valeur, tous les contributeurs auraient des requis, donc de dévoiler l'empreinte carbone, l'utilisation de matériaux, quel genre d'alliage j'ai, quel genre de potentiel de fin de vie j'ai pour certains alliages. Et donc, ce serait rentré dans un outil de traçabilité, donc un outil d'échange d'informations qui pourrait servir, par exemple, à l'utilisateur qui arrive chez Walmart, qui scanne son produit et qui a toutes sortes d'informations. Donc, ça pourrait être pour le consommateur, mais ça pourrait être aussi de l'information qui sert à l'industrie. Comment est-ce que l'industrie peut s'organiser en fin de vie pour récupérer cette poêle une fois qu'elle sera disposée par le consommateur. Donc, ce genre d'outil qui est pensé en ce moment, notamment à Polytechnique, avec mes collègues de Polytechnique, qui sont réfléchis en ce moment, qui sont potentiellement de plus en plus possibles grâce à toutes ces technologies de données, d'échange d'informations, de blockchain notamment. Donc, comment est-ce que le gouvernement devrait attaquer ce genre de problème? Est-ce que ça devrait être un outil réglementé? Comme on le voit dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire, ou est-ce que ça devrait être laissé libre aux entreprises? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils? Et donc, c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. Et juste dernier point sur le commerce international. En ce moment, ces chaînes de valeur, si on regarde les statistiques les plus récentes sur le Québec, 40% du plastique qu'on prend le soin de trier dans notre bac de recyclage, notre bouteille de shampoing qu'on prend Donc, 40% de ce plastique est exporté, en fait, est vendu à des courtiers. Et ensuite, on en perd
la trace. On sait pas où s'en vont ces plastiques, mais ils s'en vont en fait sur des marchés en Inde, en Chine, si on peut encore, là, donc en Asie du Sud-Est, etc. Et on sait par ailleurs que ces pays sont aussi les plus grands contributeurs par les grands fleuves, les grandes rivières de ces océans de plastique, de cet océan de plastique. Donc, notre bouteille de shampoing qu'on a pris le temps de trier se ramasse sur ces marchés et potentiellement dans l'océan. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser tout cet échange avec le commerce international? Il y a une réflexion à faire et peut-être arrêter vraiment se poser la question comment on trace notre matière après. Et de plus en plus, dans ces réseaux d'experts, on se pose la question de la sécurité nationale vis-à-vis de la ressource. Donc, en créant ces boucles, imaginez la Chine qui est toujours citée comme étant une pionnière dans les politiques d'économie circulaire. Elle réfléchit toute son industrie pour faire circuler la matière dans ses frontières. Okay? Et imaginez donc la rareté de certaines ressources sur certains marchés. Bien, avec cette géopolitique qui se crée, ces boucles qui se créent, il y a peut-être aussi une espèce de tendance tendance protectionniste et tendance à se poser des questions sur comment nous, est-ce qu'on va gérer nos ressources, nos exportations, nos importations et comment est-ce qu'on peut créer des boucles peut-être aussi pour s'assurer d'une certaine pérennité de notre production qui nécessite quelques ressources qui sont rares. Voilà. Et donc, toutes sortes de questions qui peuvent être répondues par le Cyrano. Merci beaucoup, Sophie, en fait, et je pense que c'est important qu'on adresse ce point d'environnement. On l'a vu, c'est complexe. Les solutions, il y en a beaucoup, mais c'est aussi complexe, il faut les évaluer. Et je pense que ça fait partie, en fait, avec ce panel, on conclut notre journée. Je ne l'ai pas vu passer pour ma part, en tout cas. Je pense que j'aurais continué à écouter, en fait, mes collègues toute la journée. C'est un plaisir, évidemment, cet effort, en fait, de nous amener sur les points qui sont les points importants, en fait, pour voir comment on peut, finalement, utiliser ces études, en fait, pour amener des politiques publiques innovantes. Donc, merci à tous. Merci à Bernard, évidemment, pour le panel et pour la causerie. Donc, on est vraiment dans les enjeux. Les enjeux, vous les avez tous amenés, en fait, les enjeux démographiques, climatiques et technologiques. Et finalement, c'est là, au cœur de ces enjeux-là, qu'on va travailler dans les prochaines années. Et tous les thèmes qu'on a vus aujourd'hui, finalement, sont importants. Alors, je vais demander à Bernard, c'est un petit mot de la fin, en fait, pour conclure, finalement, ce beau panel par rapport à ce que tu as écrit. Est-ce que tu avais un conseil à donner à nos jeunes chercheurs? Ah, merci. Je vais justement... Tout sauf Robert. Tout sauf des conseils. Non, je pense que un message qui est ressorti beaucoup dans les discussions là, des chercheurs, c'est la question des données, la discussion qu'on a eue sur la disponibilité des données. Tous les chercheurs ici semblent avoir des problèmes sur l'accès de données, en particulier de données canadiennes. Et je pense que si Cyrano pouvait faire des pressions pour... pas des pressions, des pressions... recommandations. Pour avoir accès à des données plus riches, pour faire des analyses, ça serait... En tout cas, on l'a dit plusieurs fois, je pense qu'il y a une volonté actuellement, on l'a vu avec le dernier budget, avec les annonces qu'ont fait Éric Girard quand il a présenté son budget à la Chambre de commerce. Il a commencé par parler de la recherche, des données, de l'importance. Donc, je pense qu'on est en train de rentrer sur une voie qui peut être intéressante. En tout cas, il y a place à l'amélioration. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas tous. Donc là, maintenant, il reste encore quelques minutes. Je vais vous demander d'être patient parce qu'en fait, on va remettre un prix, en fait, à des étudiants parce que, vous l'avez compris, les étudiants d'hier sont les chercheurs d'aujourd'hui. Donc, les étudiants actuels sont peut-être les chercheurs de demain. Et donc, en fait, on laisse beaucoup de place, évidemment, à nos chercheurs aussi, à nos étudiants aussi. Et donc, en fait, on a un concours qui a été fait cette année. Et ça fait plusieurs années, mais là, cette année, on va remettre officiellement le prix du défi politique budgétaire 2019 à nos étudiants, enfin, en tout cas, aux gagnants ce soir. Et donc, je vais demander à Stéphanie Lapierre, en fait, de venir nous présenter le prix. Je vais demander aux chercheurs de descendre, en fait, de la scène. Et on va remettre le prix aux gagnants de cette année. Merci beaucoup.